Chapitre 13. Filet tendu. En raison des derniers événements, Sir Henry attendait depuis quelques jours l'arrivée de Sherlock Holmes. Aussi se montra-t-il plus satisfait que surpris de le voir. Toutefois, il ouvrit de grands yeux en s'apercevant que mon ami n'avait pas de bagages et ne lui donnait aucune explication sur cette absence de valise. Nous procurâmes à Sherlock tout ce dont il pouvait avoir besoin, et après un dîner, servi bien longtemps après l'heure accoutumée, nous apprîmes au baronnet ce qu'il nous importait qu'il connût de mon aventure. Auparavant, j'avais eu la corvée de raconter à Barrymore et à sa femme la mort de Selden. Cette nouvelle causa au valet de chambre un soulagement sans égal. Même Madame Barrymore porta son tablier à ses yeux et pleura amèrement. Pour tout le monde, le convict était un être violent, moitié brute et moitié démon, mais pour elle, il demeurait toujours l'enfant volontaire qui s'attachait à ses jupes à l'époque où elle était jeune fille. J'ai erré tristement dans la maison depuis le départ matinal de Watson, dit le baronnet. Oh, je mérite des compliments pour la façon dont j'ai tenu ma promesse. Si je ne vous avais pas juré de ne pas sortir seul, j'aurais pu passer une meilleure soirée. Les Stapleton m'avaient prié d'aller dîner chez eux. Je suis certain que vous auriez passé une meilleure soirée, répondit Holmes sèchement. En tout cas, vous n'avez pas l'air de vous douter que nous avons pleuré votre mort. Sir Henry releva la tête. Comment cela demanda-t-il. Mais ce pauvre diable Salten portait des vêtements qui vous avaient appartenu. Je crains fort que votre domestique, de qui il les tenait, n'émaille à partir avec la police. Mais c'est impossible, autant qu'il m'en souvienne, ces vêtements n'étaient pas marqués à mon chiffre. Tant mieux pour Barrymore, et pour vous aussi, car tous dans cette affaire vous avez agi contre les prescriptions de la loi. Je me demande même si, en ma qualité de détective consciencieux, mon premier devoir ne serait pas d'arrêter toute la maisonnée. Les rapports de Watson vous accablent. Faites, dit le baronnet en riant. Puis, redevenant sérieux, il ajouta « Quoi de neuf à propos de votre affaire? Avez-vous un peu débrouillé les chevaux? Je ne crois pas que depuis votre arrivée ici, nous ayons fait un pas en avant, Watson et moi. » Avant qu'il soit longtemps, j'espère avoir déblayé le terrain et rendu votre situation sensiblement plus claire. Oh, tout cela est très difficile, très compliqué. Il existe encore quelques points sur lesquels la lumière est nécessaire, mais elle est en marche, la lumière. Watson vous a certainement appris que nous avions acquis une certitude, reprit le baronnet. Nous avons entendu le chien hurler sur la lande, et je jurerais bien que la légende accréditée dans le pays n'est pas une vaine superstition. Autrefois, quand je vivais en Amérique, dans le Far West, j'ai eu des chiens et je ne puis me méprendre sur leur hurlement. Si vous parvenez à museler celui-là, je vous proclamerai partout le plus grand détective des temps modernes. Je crois que je le musellerai et que je l'enchaînerai facilement, à la condition que vous consentiez à m'aider. Oh, je ferai tout ce que vous me commanderez. Parfait. Je vous demande en outre de m'obéir aveuglément sans vous enquérir des raisons qui me guident. Je m'y engage. Et si vous tenez cette promesse, nous avons les plus grandes chances de résoudre bientôt le problème qui vous intéresse. Je n'ai aucun doute. Sherlock Holmes s'arrêta soudain pour regarder en l'air au-dessus de ma tête. La lumière de la lampe tombait d'aplomb sur son visage, qui avait pris une expression si attentive, si immobile,
qu'il ressemblait à une tête de statue personnifiant l'étonnement et la réflexion. « Et qu'y a-t-il » criâmes-nous, le baronnet et moi. Lorsque les yeux de Sherlock Holmes se reportèrent sur nous, je vis qu'il réprimait une violente émotion intérieure. « Excusez l'admiration d'un connaisseur, dit-il à Sir Henry, en étendant la main vers la série des portraits qui couvraient le mur. Watson me dénie toute compétence en matière d'art, par pure jalousie, parce que nous ne sommes pas de la même école, mais vous avez là une fort belle collection de portraits. Je suis heureux de vous les entendre vanter, fit Sir Henry avec surprise. Je ne connais pas grand-chose à tout cela, je ne puis mieux juger un cheval qu'un tableau. Je ne croyais pas que vous eussiez le temps de vous occuper de ces bagatelles. Je sais apprécier le mot quand je l'ai sous les yeux. Tenez, ceci est un Kneller. Je parierais que cette dame en soie bleue là-bas, ainsi que ce gros gentilhomme en perruque, doivent être des Reynolds, des portraits de famille, je suppose. Ah oui, tous. Savez-vous le nom de ses ancêtres? Barrymore m'en a rebattu les oreilles, et je crois que je puis réciter ma leçon. Alors quel est ce gentilhomme avec un télescope? Il s'appelait le vice-amiral de Baskerville et servit aux Indes sous Rodney. Celui qui a cet habit bleu et ce rouleau de papier à la main fut Sir William Baskerville, président des commissions de la Chambre des communes sous Pitt. Et ce cavalier en face de moi, celui qui porte un habit de velours noir parodie de dentelle. Ah, il mérite qu'on vous le présente, car il est la cause de tous nos malheurs. Il se nomme Hugo, Hugo le maudit, celui pour qui l'enfer a vomi le chien des Baskerville. Oh, nous ne sommes pas près de l'oublier. Intéressé et surpris, j'examinais le portrait. Vraiment, dit Holmes, il a l'air d'un homme simple et paisible, mais cependant on devine dans ses yeux une pensée de mal qui sommeille. Je me le figurais plus robuste et d'aspect plus brutal. Oh, l'authenticité du portrait n'est pas douteuse. Le nom et la date, 1647, se trouvent au dos de la toile. Pendant le dîner, Holmes parla peu. Le portrait du vieux libertin exerçait sur lui une sorte de fascination, et ses yeux ne s'en détachèrent pas. Ce ne fut que plus tard, à l'heure où Sir Henry se retira dans sa chambre, que mon ami me communiqua ses pensées. Nous redescendîmes dans la salle à manger, et là, son bougeoir à la main, Holmes attira mon attention sur la vieille peinture que le temps avait recouverte de sa patine. « Percevez-vous quelque chose ?» me demanda Sherlock. J'examinais ce visage long et sévère, encadré par un grand chapeau à plumes, une abondante chevelure bouclée et une collerette de dentelle blanche. La physionomie, point bestiale, avait toutefois un air faux et mauvais, avec sa bouche en cou de sabre, ourlée de lèvres minces et ses yeux insupportablement fixes. « Ressemble-t-il à quelqu'un que vous connaissiez ?» me demanda Sherlock Holmes. « Il a quelque chose des maxillaires de Sir Henry, répondis-je. « Un phénomène de suggestion, probablement. Attendez un instant. » Holmes monta sur une chaise et, élevant son bougeoir qu'il tenait de la main gauche,
Il arrondit son bras sur le portrait de façon à cacher le large chapeau à plumes et les boucles de cheveux. « Grand Dieu !» m'écriai-je étonné. Le visage de Stapleton venait de surgir de la toile. « Voyez-vous maintenant, fit Holmes, mes yeux sont exercés à détailler les traits des visages et non pas les accessoires. La première qualité de ceux qui se vouent à la recherche des criminels consiste à savoir percer les déguisements. Mais c'est merveilleux, on dirait le portrait de Stapleton. Oui, nous nous trouvons en présence d'un cas intéressant d'atavisme, aussi bien au physique qu'au moral. Il suffit d'étudier des portraits de famille pour se convertir à la théorie de la réincarnation. Ce Stapleton est un Baskerville. La chose me paraît hors de doute. Ah, un Baskerville avec des vues sur la succession, repartis-je. Exactement. L'examen de ce portrait nous a procuré le plus intéressant des chaînons qui nous manquaient. Nous le tenons, Watson, nous le tenons. Je jure qu'avant demain soir, il se débattra dans nos filets aussi désespérément que ses propres papillons. Une épingle, un bouchon, une étiquette, et nous l'ajouterons à notre collection de Baker Street. En s'éloignant du portrait, Holmes fut pris d'un de ces accès de rire peu fréquents chez lui. Je l'ai rarement entendu rire, mais sa gaieté a toujours été fatale à quelqu'un. Le lendemain matin, je me levai de bonne heure. Holmes avait été plus matinal que moi, puisque de ma fenêtre, je l'aperçus dans la grande allée du parc. Nous aurons aujourd'hui une journée bien remplie, fit-il en se frottant les mains à la pensée de l'action prochaine. Les filets sont tendus et la traîne va commencer. Avant la fin du jour, nous saurons si nous avons ramené le gros brochet que nous guettons ou s'il a passé à travers les mailles. Êtes-vous allé déjà sur la lande? De Grimpen, j'ai envoyé à la prison de Princeton un rapport sur la mort de Selden. Je ne pense pas m'avancer trop en promettant que personne de vous ne sera inquiété à ce sujet. J'ai écrit aussi à mon fidèle Cartwright. Le pauvre garçon se serait lamenté sur la porte de ma hutte comme un chien sur le tombeau de son maître s'il n'avait eu la précaution de le rassurer sur mon sort. Et maintenant, qu'allons-nous faire en premier lieu? Causer avec Sir Henry. Ah, justement, le voici. Bonjour, Holmes, dit le baronnet. Vous ressemblez à un général en chef dressant un plan avec son chef d'état-major. Votre comparaison est exacte. Watson me demandait les ordres. Ah, je vous en demande aussi pour moi. Très bien. Vous êtes invité à dîner ce soir chez les Stapleton. Oui, vous y viendrez également. Ce sont des gens très accueillants. Ils seront très heureux de vous voir. Je crains que nous ne soyons obligés, Watson et moi, d'aller à Londres aujourd'hui. À Londres? Oui, j'ai le pressentiment que dans les présentes conjectures, notre présence là-bas est indispensable. La figure du baronnet s'allongea considérablement. Bon, j'espérais que vous étiez venu ici pour m'assister. Mais quand on est seul, le séjour du château et de la lande manque de gaieté. Mon cher ami, répliqua Holmes, vous devez vous fier aveuglément à moi et exécuter fidèlement mes ordres. Vous direz aux Stapleton
que nous aurions été très heureux de vous accompagner, mais que les affaires urgentes nous ont appelés à Londres. Vous ajouterez que nous comptons revenir bientôt dans le Devonshire. Voulez-vous ne pas oublier de faire cette commission à vos amis? Moi, si vous y tenez. Certainement, c'est très important. Je vis au front rembruni de Sir Henry que notre désertion, il qualifiait ainsi intérieurement notre départ, l'affectait péniblement. Alors quand désirez-vous partir? Interrogea-t-il d'un ton sec. Aussitôt après déjeuner, nous irons en voiture à Coombe-Tracey, afin de vous prouver que son absence sera de courte durée. Watson laissera ici tous ses bagages. Et se retournant vers moi, Holmes continua. Watson, envoyez donc un mot aux Stapleton pour leur dire que vous regrettez de ne pouvoir accepter leur invitation. J'ai bien envie de vous suivre à Londres, dit le baronnet. Pourquoi resterais-je seul ici? Parce que le devoir vous y retient. Parce que vous m'avez engagé votre parole d'exécuter tous mes ordres et que je vous commande de demeurer ici. Très bien, alors je resterai. Encore une recommandation, reprit Sherlock. Je veux que vous alliez en voiture à Millery Pit House et qu'ensuite vous renvoyiez votre cocher en disant aux Stapleton que vous rentrerez à pied au château. À pied, à travers la lande? Oui. Mais c'est précisément la chose que vous m'avez le plus expressément défendue. Aujourd'hui, vous pouvez faire cette promenade en toute sécurité. Si je n'avais la plus entière confiance dans la solidité de vos nerfs et la fermeté de votre courage, je ne vous y autoriserais pas. Mais il est essentiel que les choses se passent ainsi. Je vous obéirai. Si vous tenez à votre existence, ne suivez sur la lande d'autre route que celle qui conduit à Millery Pit House, au village de Grimpen. C'est d'ailleurs votre chemin tout naturel pour retourner au château. Je ferai ce que vous me commandez. À la bonne heure, approuva Holmes. Je partirai le plus tôt possible après déjeuner, de façon à arriver à Londres dans le courant de l'après-midi. Ce programme ne manquait pas de me surprendre, bien que la nuit précédente, Holmes eût dit à Stapleton que son séjour à Baskerville ne se prolongerait pas au-delà du lendemain. Il ne m'était jamais venu à l'idée que Sherlock pût m'emmener avec lui, pas plus que je ne comprenais que nous fussions absents l'un et l'autre à un moment que mon ami lui-même qualifiait de très critique. Il n'y avait qu'à obéir en silence. Nous prîmes congé de notre pauvre sœur Henry, et une couple d'heures plus tard, nous arrivions à la gare de Coombe-Tracey. La voiture repartit pour le château, et nous passâmes sur le quai, où nous attendait un jeune garçon. « Avez-vous des ordres à me donner, monsieur » demanda-t-il à Sherlock Holmes. « Oui, Cartwright. Vous prendrez le train pour Londres. Aussitôt en ville, vous expédierez en mon nom à Sir Henry un télégramme pour le prier de m'envoyer à Baker Street, suppliant de commander le portefeuille que j'ai laissé tomber dans le salon. Oui, monsieur. Allez donc voir maintenant au télégraphe si l'on n'a pas un message pour moi. » Cartwright revint avec une dépêche. Holmes me l'attendit. Elle était ainsi conçue. Selon votre désir, j'arrive avec un mandat d'arrêt en blanc, serai à Grimpen à 5h40. Lestrade.
Ceci, me dit Holmes, répond à un de mes télégrammes de ce matin. Ce Lestrade est le plus habile détective de Scotland Yard, et nous pouvons avoir besoin d'aide. Tâchons, Watson, d'utiliser notre temps. Nous n'en trouverons pas de meilleur emploi qu'en allant rendre visite à notre connaissance, Madame Laura Lyons. Le plan de campagne de Sherlock Holmes commençait à devenir évident. Par le baronnet, il voulait convaincre les Stapleton de notre départ, alors que nous devions reprendre clandestinement le chemin de Grimpen, pour nous trouver là au moment où notre présence serait nécessaire. Le télégramme expédié de Londres par Cartwright acheverait de dissiper les soupçons des Stapleton si Sir Henry leur en parlait. Je voyais déjà les filets se resserrer davantage autour du brochet que nous désirions capturer. Madame Laura Lyons nous reçut dans son bureau. Sherlock Holmes ouvrit le feu avec une franchise et une précision qui la déconcertèrent un peu. « Je suis en train de rechercher, dit-il, les circonstances qui ont accompagné la mort de feu Charles Baskerville. Mon ami le docteur Watson m'a fait part de ce que vous lui aviez raconté et aussi de ce que vous lui avez caché à ce sujet. » « Qu'ai-je caché » demanda Madame Lyons, devenue subitement défiante. « Vous avouez avoir prié Sir Charles de venir à la porte du parc à 10 heures du soir. Nous savons que le vieux gentilhomme a trouvé la mort à cette heure et à cet endroit. Pourquoi avez-vous passé sous silence la relation qui existe entre ces différents événements ? Il n'existe entre eux aucune relation. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'en tout cas, la coïncidence est au moins extraordinaire. J'estime cependant que nous parviendrons à établir cette relation. Je veux agir franchement avec vous, Madame Lyons. Un meurtre a été commis. Nous en sommes certains et l'enquête peut impliquer non seulement votre ami, M. Stapleton, mais encore sa femme. Laura Lyons quitta brusquement son fauteuil. « Sa femme ?» s'écria-t-elle. « Mais c'est aujourd'hui le secret de Polichinelle. Celle que l'on croyait sa sœur est bien réellement sa femme. » Madame Lyons se rassit. Ses mains s'étaient à tel point crispées sur les bras du fauteuil que ses ongles, roses quelques minutes auparavant, avaient blanchi sous la violence de l'étreinte. « Sa femme ?» répéta-t-elle. « Sa femme ? Il était donc marié ?» Sherlock Holmes se contenta de hausser les épaules. « Mais prouvez-le-moi, reprit-elle, et si vous m'apportez cette preuve ?» L'éclair qui passa alors dans ses yeux en dit plus long que tous les discours. « Je suis venu dans cette intention, continua Holmes, en tirant plusieurs papiers de sa poche. Voici d'abord une photographie du couple prise à New York il y a plusieurs années. Lisez la mention écrite d'eau. Monsieur et Madame Vandeleur. Vous le reconnaîtrez sans peine. Et elle aussi, si vous l'avez vue. Voilà 3 signalements de Monsieur et Madame Vandeleur, signés par des témoins dignes de foi. Le ménage tenait à cette époque l'école de Saint-Olivier. Lisez ces attestations et voyez si vous pouvez douter de l'identité de ces gens. Madame Lyons prit les documents, les parcourut, et tourna ensuite vers nous un visage consterné.
Monsieur Holmes, dit-elle, cet homme m'a proposé de m'épouser si je divorçais d'avec mon mari. Il m'a menti, le lâche, d'une inconcevable façon. Il ne m'a jamais dit un mot de vérité. Et pourquoi? Mais pourquoi? Je croyais qu'il n'agissait que dans mon seul intérêt. Mais maintenant je me rends compte que je n'étais qu'un instrument entre ses mains. Ah, pourquoi me montrerais-je généreuse envers celui qui m'a si indignement trompée? Pourquoi tenterais-je de le soustraire aux conséquences de ses actes déloyaux? Ah, interrogez-moi, demandez-moi ce que vous voulez savoir, je vous répondrai sans embâche. Je vous jure qu'au moment d'écrire à Sir Charles Baskerville, je n'aurais même pas osé rêver qu'il arriverait malheur à ce vieillard que je considérais comme le meilleur de mes amis. Je vous crois absolument, madame, dit Sherlock Holmes. Je comprends que le récit de ces événements vous soit très pénible, et peut-être vaudrait-il mieux qu'il vînt de moi. Enfin, rappelez-moi si je commets quelque erreur matérielle. L'envoi de cette lettre vous fut suggéré par Stapleton. Oui, il me l'a dicté. Je présume qu'il fit miroiter à vos yeux le secours que Sir Charles vous enverrait pour faire face aux dépenses nécessitées par votre instance en divorce. Très exact. Puis, après le départ de votre lettre, il vous dissuada d'aller au rendez-vous. Oui, il me dit qu'il se sentirait froissé si un autre homme remettait de l'argent pour une semblable destination. Il ajouta que, quoique pauvre, il dépenserait volontiers jusqu'à son dernier sou pour abattre l'obstacle qui nous séparait. Ah, il se montrait d'une logique irréfutable, dit Holmes. Ensuite, vous n'avez plus entendu parler de rien, jusqu'au moment où vous avez lu dans les journaux les détails de la mort de Sir Charles? Non. Je suppose qu'il vous fit jurer de ne révéler à personne votre rendez-vous avec le vieux baronnet. Oui, en effet, il prétexta que cette mort était environnée de mystère et que si je parlais de mal-être, on me soupçonnerait certainement. Il m'effraya pour obtenir mon silence. Évidemment. Cependant, vous eûtes des doutes. Madame Lyons hésita et baissa la tête. Je le connaissais, reprit-elle. Toutefois, s'il s'était conduit autrement à mon égard, jamais je ne l'aurais trahi. À mon avis, vous l'avez échappé mal, dit Sherlock Holmes. Vous le teniez en votre pouvoir, il le savait, et vous vivez encore. Pendant plusieurs mois, vous avez côtoyé un précipice. Maintenant, madame, il ne nous reste plus qu'à prendre congé de vous. Avant peu, vous entendrez parler de nous. Nous allâmes à la gare attendant l'arrivée du train de Londres. Sur le quai, Holmes me dit « Tout s'éclaircit et peu à peu les difficultés s'aplanissent autour de nous. Bientôt, je pourrai raconter d'une façon cohérente le crime le plus singulier et le plus sensationnel de notre époque. Ceux qui se livrent à l'étude de la criminalité se souviendront alors d'événements analogues survenus à Grodno, dans la Petite Russie, en 1866. Ah, il y a aussi les meurtres d'Anderson, commis dans la Caroline du Nord. Mais cette affaire présente des particularités qui lui sont propres. Ainsi, à cette heure encore, la culpabilité de ce Stapleton n'est pas matériellement établie.
Seulement, j'espère bien y être arrivé ce soir, avant de me mettre au lit. L'express de Londres pénétrait en gare. Un petit homme trapu, musclé, sauta d'un wagon de première classe. Nous échangeâmes avec lui une poignée de main, et je devinai, à la façon respectueuse dont Lestrade regarda mon compagnon, qu'il avait appris beaucoup de choses depuis le jour où nous avions travaillé ensemble pour la première fois. Je me souvenais du profond mépris avec lequel le praticien accueillit alors les raisonnements d'un théoricien tel que Sherlock Holmes. « Un cas sérieux ?» interrogea Lestrade. « Le fait le plus extraordinaire qui se soit produit depuis nombre d'années, » répondit Holmes. « Nous avons devant vous 2 heures avant de songer à nous mettre la route. Dînons, et puis, mon cher Lestrade, vous chasserez le brouillard de Londres en aspirant à plein poumon la fraîche brise vespérale de Dartmoor. Jamais venu dans ces parages? Non? Eh bien, je ne pense pas que vous oublierez de longtemps votre première visite. » Chapitre 14. Le chien des Baskerville. Un des défauts de Sherlock Holmes, si l'on peut appeler cela un défaut, consistait en sa répugnance à communiquer ses projets à ceux qui devaient l'aider dans leur exécution. Il préférait attendre le dernier moment. J'attribue cette retenue partie à son caractère impérieux qui le portait à dominer et à surprendre ses amis, et partie aussi à sa méfiance professionnelle qui le poussait à ne négliger aucune précaution. Le résultat n'en était pas moins fort désagréable pour ceux qui l'assistaient dans ses entreprises. Pour mon compte, j'en ai souvent souffert, mais jamais autant que pendant la longue course en voiture que nous fîmes ce soir-là dans l'obscurité. Nous étions sur le point de tenter la suprême épreuve. Nous allions enfin donner notre dernier effort, et Holmes ne nous avait encore rien dit. À peine pouvais-je soupçonner ce qu'il comptait faire. Je frémis par anticipation lorsque le vent glacial qui nous frappait le visage et les sombres espaces qui s'étendaient de chaque côté de l'étroite route m'apprirent que nous retournions de nouveau sur la lande. Chaque tour de roue, chaque foulée des chevaux nous rapprochait davantage de notre ultime aventure. La présence du conducteur s'opposait à toute espèce de conversation intéressante, et nous ne parlâmes que de choses insignifiantes, alors que nos nerfs vibraient sous le coup de l'émotion et de l'attente. Après cette longue contrainte, je me sentis soulagé à la vue de la maison de Frankland et en reconnaissant que nous nous dirigions vers le château. Au lieu de nous arrêter à l'entrée principale, nous poussâmes jusqu'à la porte de l'avenue. Là, Sherlock Holmes paya le cocher et lui ordonna de retourner sur-le-champ à Coombe-Tracey. Nous nous acheminâmes vers Merripit House. « Êtes-vous armé, Lestrade » demanda mon ami. Le petit détective sourit. « Oh, tant que j'aurai un pantalon, dit-il, j'y ferai coudre une poche revolver. Et aussi longtemps que j'aurai une poche revolver, il se trouvera quelque chose dedans. Bien, alors nous sommes également prêts pour toute éventualité, Watson et moi. » « Vous êtes peu communicatif, monsieur Holmes, reprit Lestrade. Qu'allons-nous faire? Attendre? Vrai, l'endroit ne me semble pas folâtre, fit le détective, en frissonnant à l'aspect des pentes sombres de la colline et de l'immense voile de brouillard qui recouvrait la grande fondrière de Grimpen. Je crois percevoir devant nous les lumières d'une maison. « C'est Merripit House, le terme de notre voyage, » murmura Holmes. « Je vous enjoins de marcher sur la pointe des pieds et de ne parler qu'à voix très basse. » Nous suivîmes le sentier qui conduisait à la demeure de Simpleton.
mais à 200 mètres d'elle, Holmes fit halte. Cela suffit, dit-il. Ces rochers à droite nous serviront d'abri. C'est ici que nous devons attendre demanda Lestrade. Oui, nous allons nous mettre en embuscade ici. Placez-vous dans ce creux, Lestrade. Vous, Watson, vous avez pénétré dans la maison, n'est-ce pas? Pouvez-vous m'indiquer la situation des pièces? Qu'y a-t-il derrière ces fenêtres grillées de ce côté? Oh, les cuisines, probablement. Et plus loin, celles qui sont si brillamment éclairées. Ah, la salle à manger. Ah, les stores sont levés. Vous connaissez mieux le terrain. Rampez sans bruit et voyez ce qui s'y passe. Mais au nom du ciel, que Stapleton ne se doute pas qu'on le surveille. Sur la pointe des pieds, je m'avançai vers le sentier et je parvins au petit mur qui entourait le verger. À la faveur de cet abri, je me glissai jusqu'à un endroit d'où je pus apercevoir l'intérieur de la pièce. 2 hommes étaient assis en face l'un de l'autre, Sir Henry et Stapleton. Je distinguai nettement leur profil. Ils fumaient. Du café et des liqueurs se trouvaient devant eux sur la table. Stapleton parlait avec animation. Le baronnet semblait pâle et distrait. La longue promenade nocturne qu'il devait faire sur cette lande maudite assombrissait peut-être ses pensées. Un instant, Stapleton se leva et sortit. Sir Henry remplit son verre, s'enfonça dans son fauteuil et souffla vers le plafond la fumée de son cigare. J'entendis le grincement d'une porte et le craquement d'une chaussure sur le gravier. Les pas suivaient l'allée qui borde le mur derrière lequel j'étais accroupi. Je risquai un œil et je vis le naturaliste s'arrêter à la porte d'un pavillon construit dans un coin du verger. Une clé tourna dans la serrure et comme Stapleton pénétrait dans le réduit, je perçus un bruit singulier, semblable au claquement d'une lanière de fouet. Oh, Stapleton ne resta pas enfermé plus d'1 minute. La clé tourna de nouveau, il repassa devant moi et rentra dans la maison. Quand il eut rejoint son hôte, je revins doucement auprès de mes compagnons auxquels je racontai ce dont j'avais été témoin. « Vous dites donc, Watson, que la dame n'est pas là ?» me demanda Holmes lorsque j'eus terminé mon rapport. Non. Mais où peut-elle être, puisque, sauf celle de la cuisine, toutes les autres fenêtres sont plongées dans l'obscurité? Je l'ignore. J'ai dit qu'au-dessus de la grande fondrière de Grimpen s'étendait un voile de brouillard épais et blanchâtre. Lentement, comme un mur mobile, bas mais épais, il se rapprochait de nous. La lune l'éclairait, lui donnant, avec la cime des pics éloignés qui émergeaient de sa surface, l'aspect d'une gigantesque banquise. Holmes se tourna de ce côté et laissa échapper quelques paroles d'impatience, arrachées sans doute par la marche lente mais continue du brouillard. « Il va nous gagner, Watson, fit-il, en me le désignant d'un geste. Est-ce un contretemps fâcheux? Très fâcheux. La seule chose au monde qui pût déranger mes combinaisons. Sir Henry ne tardera pas à partir maintenant. Il est déjà 10 heures. Notre succès et même sa vie à lui dépendent de sa sortie avant que le brouillard ait atteint ce sentier. Au-dessus de nos têtes, la nuit était calme et sereine. Les étoiles scintillaient, pareilles à des clous d'or fixés sur la voûte céleste, et la lune
baignait tout le paysage d'une lumière douce et incertaine. Devant nous se détachait la masse sombre de la maison, dont les toits dentelés, hérissés de cheminées, se profilaient sur un ciel teinté d'argent. De larges traînées lumineuses, partant des fenêtres du rez-de-chaussée, s'allongeaient sur le verger et jusque sur la lande. L'une d'elles s'éteignit subitement. Les domestiques venaient de quitter la cuisine. Il ne resta plus que la lampe de la salle à manger, où les deux hommes, le maître d'océan aux pensées sanguinaires et le convive inconscient du danger qu'il menaçait, continuaient à causer en fumant leurs cigares. De minute en minute, le voile opaque qui recouvrait la lande se rapprochait davantage de la demeure de Stapleton. Déjà, les légers flocons d'ouate, avant-coureurs de la brume, s'enroulaient autour du rayon de lumière projeté par la fenêtre illuminée. Le mur du verger le plus éloigné de nous devenait invisible et les arbres disparaissaient presque derrière un nuage de vapeur blanche. Bientôt, des vagues de brouillard léchèrent les deux angles de la maison et se rejoignirent, la faisant ressembler à un vaisseau fantôme qui voguerait sur une mer silencieuse. Holmes crispa sa main sur le rocher qui nous cachait et frappa du pied dans un mouvement d'impatience. « Mais si Sir Henry n'est pas sorti avant un quart d'heure, dit-il, le sentier sera envahi à son tour, et dans une demi-heure il nous sera impossible de distinguer notre main au bout de notre bras. » « Et si nous nous retirions jusqu'à l'endroit où le terrain se relève, insinuai-je. Ah oui, c'est préférable. » À mesure que cette inondation de brouillard nous gagnait, nous fuyions devant elle. Maintenant, 600 mètres environ nous séparaient de la maison, et ce flot inexorable, dont la lune argentait la crête, nous repoussait toujours. « Nous reculons tôt, dit Holmes. Nous ne devons pas courir la chance que le baronnet soit terrassé avant d'arriver jusqu'à nous. Restons où nous sommes à tout prix. » Mon ami se baissa et appliqua son oreille contre la terre. « Merci, mon Dieu, fit-il en se relevant. Il me semble que je l'entends venir. » Un bruit de pas précipité rompit le silence de la lande. Blottis au milieu des pierres, nous regardions avec insistance la muraille floconneuse qui nous barrait la vue de la maison. Les pas devinrent de plus en plus distincts et du brouillard sortit comme d'un rideau l'homme que nous attendions. Dès qu'il se retrouva dans une atmosphère plus claire, il regarda autour de lui, surpris de la limpidité de la nuit. Rapidement, Sir Henry descendit le sentier, passa tout près de l'endroit où nous étions tapis et commença l'ascension de la colline qui se dressait derrière nous. Tout en marchant, il tournait à chaque instant la tête de côté et d'autre, comme un homme qui se sent mal à l'aise. « Attention !» cria Holmes. « Gare à vous, je l'entends !» En même temps, je perçus le bruit sec d'un pistolet qu'on arme. Il s'élevait du sein de cette mer de brume au bruit continu, semblable à un fouaillement. Les nuées ne se trouvaient plus qu'à 50 mètres de nous, et tous trois, nous ne les perdions pas de vue, incertains de l'horreur qu'elles allaient nous vomir. Mon coude touchait celui d'Holmes, et à ce moment je levai la tête vers lui. Il était pâle mais exultant. Ses yeux étincelaient à la pâle clarté de la lune. Soudain ils devinrent fixes, et ses lèvres s'entr'ouvrirent d'étonnement.
En même temps, Lestrade poussa un cri de terreur et se jeta la face contre terre. Je sautai sur mes pieds. Ma main inerte se noua sur la crosse de mon revolver. Je sentis mon cerveau se paralyser devant l'effrayante apparition qui venait de surgir des profondeurs du brouillard. C'était un chien, un énorme chien noir, tel que les yeux des mortels n'en avaient jamais contemplé auparavant. Sa gueule soufflait du feu, ses prunelles luisaient comme des charbons ardents, et autour de ses babines et de ses crocs vacillaient des flammes. Jamais les rêves les plus insensés d'un esprit en délire n'enfantèrent rien de plus sauvage, de plus terrifiant, de plus diabolique que cette forme noire et cette face féroce qui s'était frayé un passage à travers le mur de brouillard. Avec des bonds énormes, ce fantastique animal flairait la piste de notre ami, le serrant de près. Cette apparition nous hypnotisait à tel point qu'elle nous avait déjà dépassés lorsque nous revînmes à nous. Holmes et moi fîmes feu simultanément. La bête hurla hideusement, ce qui nous prouva qu'au moins l'un de nous l'avait touchée. Cependant, elle bondit en avant et continua sa course. Sir Henry s'était retourné. Nous aperçûmes son visage décomposé et ses mains étendues en signe d'horreur devant cet être sans nom qui lui donnait la chasse. Au cri de douleur du chien, toutes nos craintes s'évanouirent. Il était mortel puisque vulnérable, et si nous l'avions blessé, nous pouvions également le tuer. Je n'ai jamais vu courir un homme avec la rapidité que Sherlock Holmes déploya cette nuit-là. Je suis réputé pour ma vitesse, mais il me devança avec autant de facilité que je dépassais moi-même le petit Lestrade. Tandis que nous volions sur les traces du chien, nous entendîmes plusieurs cris répétés de Sir Henry, ainsi que l'aboiement furieux de la bête. Je la vis s'élancer sur sa victime, la précipiter à terre et la saisir à la gorge. Holmes déchargea 5 fois son revolver dans les flancs du monstre. Dans un dernier hurlement d'agonie, et après un dernier coup de dent lancé dans le vide, il roula sur le dos. Ses 4 pattes s'agitèrent convulsivement, puis il s'affaissa sur le côté, immobile. Je m'avançai, tremblant encore, et j'appuyai le canon de mon revolver sur cette horrible bête. Inutile de presser la détente, le chien géant était mort, et bien mort cette fois. Sir Henry s'était évanoui. Nous déchirâmes son col, et Holmes murmura une prière d'action de grâce, en ne découvrant aucune trace de blessure. Dans quelques minutes, le baronnet serait revenu à lui. Déjà, notre jeune ami ouvrait ses yeux et essayait de se lever. Lestrade lui desserra les dents et lui fit avaler quelques gouttes de cognac. « Mon Dieu !» balbutia-t-il en tournant vers nous des yeux que la frayeur troublait encore. « Qu'était-ce ? Au nom du ciel, dites-moi ce que c'était. » « Peu importe, puisqu'il est mort, dit Holmes. Nous avons tué pour une bonne fois le revenant de la famille Baskerville. L'animal qui gisait à nos pieds avait des proportions qui le rendaient effrayant. Ce n'était ni un limier ni un dogue. Élancé, sauvage, aussi gros qu'une petite lionne, il était matiné de ces 2 races. Même en ce moment, dans le repos de la mort, une flamme bleuâtre semblait suinter
de son énorme gueule, et un cercle de feu cernait ses yeux, petits, féroces. Je posai la main sur ce museau lumineux, et quand je retirai mes doigts, ils brillèrent dans les ténèbres. « Mais c'est du phosphore, dis-je. »« Oui, une très curieuse préparation, » répliqua Holmes en flairant l'animal. « Elle ne répand aucune odeur capable de nuire à l'odorat de la bête. » Nous vous devons des excuses, Sir Henry, pour vous avoir exposé à une semblable frayeur. Je croyais avoir affaire à un chien, et non pas une créature de cette sorte. Et puis le brouillard nous avait laissé peu de temps pour lui faire l'accueil que nous lui réservions. Vous m'avez sauvé la vie, après l'avoir d'abord mise en péril. Vous sentez-vous assez fort pour vous tenir debout? Oh, versez-moi encore une gorgée de cognac et je serai prêt à tout. Là, merci. Maintenant, voulez-vous m'aider à me remettre sur pied? Mais qu'allez-vous faire? Vous n'êtes pas en état de tenter cette nuit de nouvelles aventures. Attendez un moment et l'un de nous retournera avec vous au château. Sir Henry essaya de s'affermir sur ses jambes, mais il était encore pâle comme un spectre et il tremblait de tous ses membres. Nous le conduisîmes jusqu'à une roche sur laquelle il s'assit, tout frissonnant, la tête enfouie entre ses mains. « Il faut que nous vous quittions, » dit Holmes. « Nous devons achever notre tâche et chaque minute a une importance capitale. Nous tenons notre crime à cette heure et il ne nous manque plus qu'un criminel. » Et tandis que nous nous hâtions dans le petit sentier, mon ami ajouta « Oh, il y a 1000 à parier contre un que nous ne trouvons plus Simpleton chez lui. Les coups de revolver lui ont appris qu'il a perdu la partie. » « Nous étions assez loin de Merripit House, hasardai-je. Le brouillard aurait étouffé le bruit des détonations. » « Ah, il suivait le chien pour l'exciter, vous pouvez en être certain. Non, non, il est déjà loin. D'ailleurs, nous fouillerons la maison pour nous en assurer. » La porte d'entrée était ouverte. Nous nous ruâmes à l'intérieur, courant d'une chambre à l'autre, au grand étonnement d'un vieux domestique que nous rencontrâmes dans le corridor. Seule la salle à manger était restée éclairée. Holmes prit la lampe et explora jusqu'au plus petit recoin. Nous ne découvrirons aucune trace de Stapleton. Cependant, à l'étage supérieur, on avait fermé une porte à clé. « Il y a quelqu'un » s'écria Lestrade. « Mais j'ai entendu du bruit. Allez, ouvrez !» Une plainte étouffée et un gémissement partit de l'intérieur. Holmes prit son élan et d'un violent coup de pied appliqué à la hauteur de la serrure fit voler la porte en éclats. Le revolver au poing, nous nous précipitâmes dans la pièce. Nous ne vîmes rien qui ressemblât à l'affreux coquin que nous espérions y surprendre. Au contraire, nous nous arrêtâmes devant un objet si étrange, si inattendu que nous en demeurâmes saisis pendant un moment. Stapleton avait converti cette pièce en un petit musée. Dans des casiers vitrés fixés au mur, cet être dangereux et complexe avait réuni ses collections de papillons et de phalènes. Au centre, une poutre verticale soutenait l'armature de chêne vermoulu qui supportait les ardoises du toit. De cette poutre pendait un corps, si enveloppé, si emmailloté dans un drap, qu'il nous fut impossible de reconnaître sur le moment si c'était celui d'un homme ou d'une femme.
Une première serviette enroulée autour du cou du pendu était fortement assujettie à la poutre par un clou. Une seconde enveloppait la partie inférieure du visage, laissant à découvert deux grands yeux noirs, pleins de surprise et de honte, qui nous regardaient avec angoisse. Dans l'espace d'une seconde, nous eûmes tranché le bâillon, desserré les liens, et Madame Stapleton s'affaissait à nos pieds sur le parquet. Au moment où sa jolie tête retombait sur sa poitrine, je distinguai sur la blancheur du cou le sillon rouge produit par une mèche de fouet. « La brute !» s'écria Holmes. « Vite, Lestrade, votre bouteille de cognac. Asseyons-la dans un fauteuil. Elle s'est évanouie d'épuisement. » La jeune femme entr'ouvrit les yeux. « Est-il sauvé ?» s'écria-t-elle. « S'est-il échappé ?»« Il ne peut nous échapper, madame, » répondit froidement Sherlock Holmes. « Non, non, pas mon mari. Sir Henry, est-il sain et sauf ?»« Oui. »« Et le chien ?»« Mort. » Madame Stapleton poussa un long soupir de satisfaction. « Merci, mon Dieu, merci. Oh, le misérable. Voyez dans quel état il m'a mise. » Elle releva ses manches et nous montra ses bras couverts d'échymoses. « Cela n'est rien, rien, reprit-elle d'une voix entrecoupée de sanglots. C'est mon esprit et mon âme qui l'a torturé et souillé. Oh, j'aurais tout supporté, les mauvais traitements, la solitude, ma vie brisée, tout, si j'avais pu conserver l'espoir qu'il m'aimait encore. Aujourd'hui, mes illusions se sont envolées, et je sais que je n'ai été qu'un instrument entre ses mains. Vous n'éprouvez plus pour lui que du ressentiment, n'est-ce pas, madame ? Demanda Holmes. Désignez-nous sa retraite. Vous l'avez aidé dans le mal, venez en aide maintenant. Ce sera votre expiation. Oh, oh, il ne peut avoir dirigé ses pas que vers un seul endroit, répondit-elle. Au cœur même de la grande fondrière, il existe sur un îlot de terre fertile et ferme une ancienne mine d'étain. C'était là qu'il cachait son chien. Là également, il s'était ménagé un refuge pour le cas où il aurait dû fuir précipitamment. Oh, il y a couru, certainement. Holmes prit la lampe et l'approcha de la fenêtre. Le brouillard en obscurcissait les vitres. « Voyez, madame, dit-il, je défie qui que ce soit de retrouver cette nuit son chemin à travers la grande fondrière de Grimpen. » Madame Stapleton battit des mains, ses lèvres se retroussèrent dans un rictus sinistre. « Oh, il peut y pénétrer, mais il n'en sortira jamais !» s'écria-t-elle. « Comment par cette nuit épaisse verrait-il les balises qui doivent le guider? Nous les avons plantées ensemble, lui et moi, pour marquer le seul chemin praticable. Ah, s'il m'avait été permis de les arracher aujourd'hui, vous l'auriez à votre merci. » Il était évident que, pour commencer nos recherches, nous étions condamnés à attendre que le brouillard se fût dissipé. Nous confiâmes à Lestrade la garde de la maison, et nous reprîmes, Holmes et moi, le chemin du château de Baskerville, en compagnie du baronnet. Impossible de faire d'air plus longtemps à Sir Henry l'histoire des Stapleton. Il supporta courageusement le coup que lui porta au cœur la vérité sur la femme qu'il avait aimée. La secousse produite sur ses nerfs
par les aventures de cette nuit, déterminèrent une fièvre cérébrale. Le docteur Mortimer, accouru à son chevet, déclara qu'il ne faudrait rien moins qu'un long voyage autour du monde pour rendre à Sir Henry la vigueur et la santé qu'il possédait avant de devenir propriétaire de ce néfaste domaine. J'arrive rapidement à la conclusion de cette singulière histoire dans laquelle je me suis efforcé de faire partager au lecteur les angoisses et les vagues soupçons qui, pendant quelques jours, avaient troublé notre existence et qui venaient de se terminer d'une si tragique façon. Le lendemain du drame de Merripit House, le brouillard se dissipa et Madame Stapleton nous guida vers l'endroit où son mari et elle avaient tracé un chemin à travers la fondrière. Pendant le trajet, nous pûmes mesurer à l'empressement qu'elle mettait à nous conduire sur les traces du naturaliste combien cette femme avait souffert. Elle resta sur une sorte de promontoire que la terre ferme jetait dans l'intérieur du marécage. À partir de ce point, de petites balises, plantées çà et là, indiquaient le sentier qui serpentait d'une touffe d'ajoncs à l'autre, au milieu de trous tapissés d'écume verdâtre et de flaques bourbeuses qui barraient la route aux étrangers. Des roseaux desséchés, des plantes aquatiques limoneuses exhalaient des odeurs fades de choses en décomposition. Une vapeur lourde, chargée de miasmes, nous montait au visage. Au moindre faux pas, nous enfoncions jusqu'au-dessus du genou dans cette boue visqueuse, frissonnante, qui ondulait sous la pression de nos pieds jusqu'à plusieurs mètres de distance. Elle se collait à nos talons, et lorsque nous y tombions, on aurait dit qu'une main homicide nous tirait en bas tellement étaient tenaces l'étreinte qui nous enserrait. Une seule fois, nous acquîmes la preuve que Stapleton nous avait devancés dans le sentier. Dans une touffe de joncs émergeant de la vase, il nous sembla distinguer quelque chose de noir. Du sentier, Holmes sauta sur la touffe et s'enfonça jusqu'à la ceinture. Si nous n'avions pas été là pour le retirer, il n'aurait jamais plus foulé la terre ferme. Mais il tenait à la main une vieille bottine. À l'intérieur, on lisait cette adresse imprimée « Meyer, Toronto ». « Cela vaut bien un bas de bout, dit Sherlock. « C'est la bottine volée à notre ami Sir Henry. » « Oh, Stapleton l'aura jetée là dans sa fuite, fis-je. »« Certainement. Il l'avait conservée à la main après s'en être servi pour mettre le chien sur la piste. Quand il a vu que tout était perdu, il s'est enfui de Merripit House, ayant toujours cette bottine et il s'en est débarrassé ici. Cela nous montre qu'il a atteint sain et sauf ce point de la fondrière. » Ce fut tout ce que nous découvrîmes de lui. D'ailleurs, comment relever des traces de pas dans le marécage où cette surface de fange mobile reprenait son uniformité après le passage d'un homme? Parvenus sur un terrain plus solide, formant une espèce d'île au milieu de la fondrière, nous poursuivîmes nos recherches avec un soin minutieux. Elles furent inutiles. Si la terre ne mentait pas, jamais Stapleton n'avait dû gagner cet endroit malgré sa lutte désespérée contre le brouillard. Quelque part dans la grande fondrière de Grimpen, cet homme au cœur froid et cruel était enseveli, aspiré par la boue visqueuse. Dans cette île surgie du milieu de la vase, nous trouvâmes de nombreuses traces de ses visites, ainsi que du séjour de son féroce allié.
Une vieille roue et une brouette à demi remplies de décombres marquaient l'emplacement d'une mine abandonnée. Tout près de là, on retrouvait encore les vestiges des cabanes de mineurs, chassées sans doute par les exhalations pestilentielles du marais. Dans l'une de ces cabanes, une niche à laquelle était fixée une chaîne, puis un amas d'eau indiquait l'endroit où Stapleton attachait son chien. Un crâne auquel adhéraient encore des poils noirs gisait au milieu des débris. « Un chien !» fit Holmes en le retournant du pied. « Pardieu, c'était un caniche !» Pauvre Mortimer, il ne verra plus son favori. Je doute qu'il reste ici de secrets et que nous n'ayons pas pénétré. Stapleton pouvait cacher son chien, mais il ne pouvait l'empêcher d'aboyer. De là ces hurlements si terribles, si terrifiants à entendre même en plein jour. Enfermer la bête dans un des pavillons de Merripit House, exposer le naturaliste au plus grand risque, et ce ne fut que le dernier jour, alors qu'il se croyait au terme de ses efforts, qu'il osa s'y décider. La pâte contenue dans cette boîte d'étain est sans doute la composition phosphorescente dont il enduisait son chien. Cette idée lui fut sûrement suggérée par l'histoire du chien de Baskerville et par le désir d'effrayer Sir Charles jusqu'à le tuer. Est-il étonnant que ce pauvre diable de Selden ait couru et crié, ainsi que Sir Henry et nous-mêmes, lorsqu'il vit bondir à sa poursuite dans les ténèbres de la lande une créature aussi étrange? Il faut admirer l'ingéniosité de l'invention. En effet, indépendamment de la possibilité de tuer sa victime, cela présentait l'avantage d'éloigner du monstre tous les paysans qui le rencontraient sur la lande. Et cela est arrivé à plusieurs. Aurais-tu l'intention de l'examiner de trop près? Je l'ai dit à Londres, Watson, je le répète ici à cette heure. Nous n'avons jamais donné la chasse à un homme plus dangereux que celui qui gît là-bas. En prononçant ces dernières paroles, Holmes s'étendit la main vers le grand espace moucheté de verre qui représentait la foudrière de Grimpen et qui s'étendait au loin jusqu'aux pentes sombres de la lande.